Alors bonjour à tous, nous voilà aujourd'hui en compagnie de quatre têtes qui sont connues et moins connues de nos lives. Donc voilà, je me présente Florent Serafini, gérant de cette Connexion Sport. J'ai eu une petite expérience sur le côté senior en championnat de France National 3, voilà, en tant qu'assistant, et j'étais surtout sur la formation de jeunes joueurs, notamment sur les sélections départementales de mon comité de Romardèche. Voilà. Aujourd'hui, on est parti sur un thème qui, je pense, va intéresser beaucoup de gens. C'est le cahier technique idéal, le cahier des charges idéal pour le développement individuel du joueur. Voilà. Je vais laisser présenter tout d'abord Christophe, ensuite on aura Rachid, David et puis on finira avec Lauriane. Oui, bonjour, Christophe Denis. Je suis issu de l'Olympique d'Antibes à l'époque, donc cette fameuse école qui a formé d'ailleurs pas mal de joueurs. J'ai eu un cursus après dans le monde professionnel, tout d'abord au centre de formation du Paris Basket Racing, puis celui du Paris Levallois, pour en être finalement l'adjoint de l'équipe première, puis l'entraîneur principal. J'ai ensuite évolué du côté de Rouen, à la tête de l'équipe de Rouen, donc évolué en Jeep Elite, en Pro à l'époque, puis Bourg-en-Bresse, et depuis, je suis donc manager général d'un club en banlieue parisienne, à Malakoff, responsable de la formation des cadres et de la formation du joueur. Voilà. Rachid? Rachid Méziane, bonjour à tous. Moi, je suis originaire de Clermont-Ferrand. J'ai fait mes premières armes en tant qu'à la fois joueur et entraîneur de jeunes catégories au club de la Montferrandaise. Puis une première expérience, on va dire, professionnelle en tant que cadre de la Ligue d'Auvergne et entraîneur du Pôle Espoir. Puis le club de Challes-les-Eaux, donc club de basket féminin, en tant que responsable du centre de formation et assistant de l'équipe LFB pendant 6 ans. Puis entraîneur du Cavigal Midi Basket 06 pendant 5 saisons, j'étais entre la Ligue 2 et la Ligue féminine, coach de Montpellier, puis actuellement coach de Lille de l'SVBA, donc une équipe de la banlieue lilloise en Ligue féminine, et adjoint de l'équipe de France féminine depuis 2014. David? David Morabito, bonjour à tous. Donc, moi, je suis originaire du sud de la France, de Fréjus dans le Var. J'ai fait mes gammes à Antibes. Après, j'ai été au centre de formation de Nancy. J'ai été joueur pro, un petit peu de carrière à Nancy puis à Antibes. Et ensuite, je suis allé passer de l'autre côté, passer la barrière pour devenir entraîneur. J'ai eu 15 France, j'ai eu 18 France à Antibes, le centre de formation du sud Nancy, et aujourd'hui le centre de formation de la Diable Basket. Et en parallèle, je suis entraîneur adjoint de l'équipe de France des moins de 18 ans. Et Lauriane? Bonsoir, donc Lauriane Dolt. J'ai fait 12 ans au club de la SIG Strasbourg, à entraîner sur les cadets, les espoirs. J'ai fait une année complète en tant qu'assistante de Vincent Collet. Et ensuite, je suis retournée sur le centre de formation. Et donc, maintenant, pour l'instant, je n'ai pas de club. Comme ça, on arrête les suppositions. Voilà. Alors, je profite aujourd'hui pour vous dire que le teaser sera à la fin du live. Voilà, donc on va pouvoir enchaîner. Et je profite aussi également de vous dire que la semaine dernière, quand on était en direct avec Nanterre, Pascal Noédieu était bien avec nous. Il était avec nous de manière orale, en bande son. Il n'était pas avec nous de manière visuelle, mais il était bien avec nous sur le live de la semaine dernière. Voilà. On va commencer directement avec les questions. On va démarrer. Voilà, on a décidé de planifier notre live avec 4 plans et on va démarrer avec l'aspect technico-tactique d'un cahier des charges idéal pour le développement des joueurs. Christophe, quelles notions apporteriez-vous sur l'école de basket, techniquement et stratégiquement? Voilà. C'est une question délicate, mais je pense que dans un premier temps, ce qui est important pour les très jeunes, c'est de se familiariser finalement avec ce qui fait la particularité du basket et notamment le ballon. Donc je pense que il est très important que le ballon soit le prolongement de la main. Donc tout ce qui est projet d'aisance avec la balle, manipulation du ballon, dextérité, et aussi cette particularité qu'au basket, la cible elle est en hauteur, contrairement à d'autres sports collectifs comme le handball par exemple, ou le football.
Et c'est cette notion en 3 dimensions finalement qu'il faut appréhender, hein. Ça c'est la première chose. Donc on en revient finalement aux fondamentaux individuels. Et après, l'interaction aussi avec les gens qui nous entourent, c'est-à-dire leur apprendre justement à agir dans un milieu changeant. Le basket a aussi cette particularité qui se joue sur un petit terrain et que les joueurs bougent sur le terrain, que la balle bouge beaucoup aussi, qu'on va d'une cible à l'autre. Et que je pense que c'est ce qu'il faut apprendre finalement à nos très jeunes joueurs. Tout ça finalement dans un contexte où et moi je suis très attentif à cette chose-là pour pouvoir les fidéliser dans le temps derrière et leur donner l'envie d'apprendre. C'est de s'amuser tout le temps. Donc la notion de plaisir est pour moi très importante. Voilà, sur l'école de basket, même s'il y a énormément de choses, mais en l'espace d'une minute, voilà comment je pourrais introduire finalement ce qui pourrait être un premier point important dans la formation du très jeune joueur. Lauriane, toi, ton avis vis-à-vis de cette question? Sur l'aspect ludique, je suis tout à fait d'accord. J'avais entraîné, hein, j'ai commencé à entraîner l'école de basket au sein de la SIG. J'ai eu longtemps les babies et les mini poussins, moi je trouve que le plus dur c'est de leur faire s'approprier le ballon. Et même s'il y a des marchés, même s'ils font quelque part des fois un peu n'importe quoi avec la balle, c'est quelque part ça m'horripile de rentrer dans une salle de basket, de voir des petits qui courent sans balle. Courir pour courir, je pense qu'à leur âge, enfin là je parle vraiment des tout petits, c'est inutile. Et c'est important que la balle fasse partie d'eux et qu'ils soient hyper à l'aise avec. Et moi je marquerais vraiment plus le faire là-dessus. Comme disait Christophe par rapport au ballon, qui court avec et puis qui se l'approprie, et vraiment l'aspect ludique, ouais, c'est important. David, toi, quel regard tu as? Je suis 100% d'accord sur les deux avis que tu viens de nous donner. C'est s'approprier le ballon et puis jouer avec, s'amuser avec. Je rejoins Lauriane quand je vois des fois je rentre dans des salles et je vois des petits, ils font 15 minutes d'école de course, après ils font 10 minutes de chasse-souris et au bout de 45 minutes ils prennent le ballon, mais 10 minutes plus tard c'est fini. En fait, bon, peut-être ça se fait ailleurs dans un autre sport du coup. Et je pense que ouais, c'est s'approprier le ballon et surtout prendre la notion de s'amuser avec. Plaisir que quand le gamin rentre à la maison, il a envie de reprendre son ballon pour dribbler, et pas forcément dans la réussite bien évidemment, hein, mais avoir envie de prendre et de jouer avec. Et toi, Rachid? Ouais, mais je peux que conforter les propos qui viennent d'être dits. Je veux dire, on met clairement le doigt sur ce qui me semble moi l'essentiel, c'est-à-dire cette aisance avec la balle. Aujourd'hui, c'est éviter que le ballon soit un handicap pour nos jeunes joueurs. Et si à la sortie de l'école de basket, on a que des joueurs qui se sont appropriés le ballon, dont le ballon n'est plus un handicap, je pense que le travail il sera bien fait. Voilà. Et, du côté ludique, bien entendu, je le rejoins pour ce que ça peut générer en termes de plaisir. Et voilà, moi aussi, de la même façon, quand je rentre dans une salle et que je peux mettre le temps d'activité que peuvent avoir les enfants, ça peut me rendre hors de moi, parce que ma priorité aujourd'hui, c'est que le temps d'activité soit optimisé, que les jeunes joueurs aient un maximum de temps le ballon entre les mains, quoi. Après, sous toutes ses formes, hein, c'est le dribble, c'est la passe, c'est le tir. L'aisance, elle se limite pas qu'à la dextérité du dribble, c'est dans toutes ses formes, je pense qu'il faut qu'on arrive à mettre une priorité. Donc forcément, d'accord avec mes collègues. Alors, quel exercice tu mettrais en place toi, sur l'école de basket, Rachid? Essentiellement, si tu veux, mon objectif, ça serait d'optimiser le temps d'activité. C'est-à-dire, je mettrais des exercices en place sous forme des choses assez simples, sous forme de parcours où le joueur il est en permanence en activité. Donc des slaloms, des parcours où on inclut du dribble, du tir, de la passe, ce genre de choses, quoi. Et je pense qu'il faut pas hésiter à aller même un peu plus loin avec moi j'ai vu des jeunes enfants faire du travail du dribbling avec 2 ballons, faire du dribbling avec des ballons de baudruche, mais moi je serais beaucoup sur ce principe un peu de parcours où le gosse il est en permanence dans des enchaînements un petit peu de situations, d'action,
avec bien entendu du liant, mais je serais beaucoup sous la forme de parcours. Moi. De parcours avec des slaloms, une passe, un tir. Je fais marcher le petit sur une poutre en train de dribbler. Voilà, ce genre de choses, quoi. Des choses qui sont à la fois ludiques et qu'on peut transférer aussi dans notre activité du basket. D'accord. Toi Christophe, quel regard tu as vis-à-vis de ces exercices-là? Ben, on peut imaginer beaucoup de choses, mais on l'avait dit sur un live précédent déjà qu'il faut être très créatif. C'est une des clés justement de cette fameuse boîte à outils pour l'entraîneur en tout cas. Mais peu importe ce que l'on met en place, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est très important. C'est pour que ça soit ludique et un minimum compétitif. Et c'est une des qualités aussi qu'on peut faire acquérir à ces très jeunes dès l'âge de 3 ans, c'est de les confronter aussi à l'échec et à la réussite. Et de pouvoir gérer ces deux aspects-là. Voilà, de faire une passe à un partenaire, de monter un slalom finalement entre deux équipes, un slalom identique où ils ont à réussir des choses tout au long de ce slalom, de désigner une équipe vainqueur, une équipe perdante. Ça leur apprend aussi quelque part, ça les met dans un contexte, même si ça peut être un contexte un peu stressant. Mais je pense que très tôt, il faut inclure ce paramètre-là pour que on les mette le plus souvent possible, en tout cas dans des situations de réussite. Voilà, hein, tirer au panier, c'est une chose, c'est déjà bien, hein, d'arriver à tirer, de marquer, c'est encore mieux. Mais je pense qu'il faut le plus possible, en tout cas, les mettre dans un contexte de réussite. Voilà, et renforcer finalement tout ce qui est confiance en soi, etc. Donc, peu importe les exercices que l'on met en place, je pense que le plus important, c'est effectivement de corriger techniquement, de leur apprendre comment on dribble, main droite, main gauche, comment on s'arrête après avoir dribblé, la technique du tir, la technique de la passe, et de mettre finalement tous ces aspects-là, tous ces fondamentaux individuels dans un contexte un peu de compétition, un peu de réussite en tout cas. Toi David, quel regard tu as vis-à-vis de ça? Ouais, je suis assez d'accord. Les petits parcours, moi je me souviens d'un entraîneur que j'ai connu qui faisait des petits parcours. En fait, il racontait une histoire. C'était un conte et quand on marchait sur la route, on traversait le pont pour éviter la marée crocodile ou quoi. Mais c'était toujours avec le ballon, constamment. Des fois, il fallait se baisser, se relever. Et c'était super intéressant. Et j'aime bien aussi, sur ce que disait Christophe, sur cette idée d'un peu slalom aussi, mais pour cette notion d'équipe aussi. Cette idée de, si je ramène le point à mon équipe, on est dans un sport collectif et je trouve ça intéressant de dire, voilà, je ramène le point à mon équipe. C'est pas que pour ma pomme. Et ces petites notions de temps en temps, je trouve intéressantes. Et toi, Lauriane, qu'est-ce que tu faisais, toi, quand tu étais sur l'école de basket? Parce que exactement tout ce qu'ils ont dit. Donc ça va, j'étais pas trop mal. Alors, je vais continuer avec toi. Du coup, Lauriane. Est-ce que tu penses que nous devrions nous spécialiser en fonction des catégories des entraîneurs? Bah oui, parce que entraîner des mini poussins ou entraîner des minimes, c'est pas du tout la même chose. Je pense qu'il faut quand même avoir une certaine trame. Alors déjà, il y a le basketteur qui commence en mini poussin et le basketteur qui commence en benjamin. Je pense que déjà là, c'est déjà deux sujets aussi un petit peu différents, mais il y a des aspects que les enfants doivent acquérir au fur et à mesure des différentes catégories. Et je pense qu'au départ, ouais, c'était vraiment le fait de tout ce qu'on a dit sur la première question, de s'approprier les ballons, de faire les fondamentaux, de vraiment rester sur les fondamentaux. Et que plus on monte dans la catégorie, et je pense que vraiment à partir de minime, il faut vraiment parler d'aspects tactiques sur des écrans. Alors, je sais peut-être pas faire l'unanimité en disant ça, ou sur de la défense un petit peu spécifique, mais les fondamentaux, même encore en espoir, hein, même pour les U21, c'est quand même encore un aspect qui est vraiment très important, mais pour moi, jusqu'à Benjamin, c'est indispensable. Toi, David? Ouais, moi je suis d'accord aussi parce que moi aujourd'hui, si je dois prendre mon exemple, je touche au pro et je serais incapable d'aller sur du basket maintenant parce que c'est très dépend au bout de 5 minutes, j'aurais pas la patience. Et donc je pense qu'à un moment donné, ouais, il y a des caractères différents, il y a des spécificités différentes qui font que il y a des gens qui vont être plus compétents sur un certain tranche d'âge. Et voilà, je pense beaucoup à ça et je pense aussi qu'en termes de stratégie dans des clubs, souvent on se trompe
on va mettre des entraîneurs avec peu de vécu, peu de diplômes, voire même des parents sur ces jeunes catégories-là. Alors qu'en fait, c'est important d'aller chercher vraiment, c'est le début, quoi. C'est comme si on construit une maison et qu'en dessous, on met la mousse, quoi. Elle ne va pas tenir. Et je pense que c'est pareil dans une stratégie club au niveau du basket, il faut de la compétence au niveau des entraîneurs pour bien accompagner et bien développer parce que c'est le début, c'est le b.a.-ba et c'est important d'avoir les bonnes bases. Toi, Rachid? Alors, autant je suis pas convaincu que entraîner des filles et des garçons, c'est deux métiers complètement différents. Mais je pense que entraîner des jeunes et des moins jeunes, c'est deux métiers qui demandent qui font appel à des compétences, je vais dire, assez différentes dans la pédagogie, comme le disait David, ou comme le disait Lauriane aussi sur d'autres choses. Mais donc dans l'encadrement, comme David, moi je pense qu'aujourd'hui j'ai pas de honte à dire que je ne me sentirais pas bon sur les catégories de jeunes, parce que c'est vraiment loin derrière moi et ça demande une pédagogie assez spécifique, dont je ne suis pas sûr aujourd'hui d'avoir les habilités. Ouais, c'est pour moi deux métiers complètement différents. Et oui, se spécialiser, pardon, pour moi, c'est assez pertinent. Et je rejoins aussi David dans ce qu'il peut dire. Dans les pays de l'Est, on voit d'entraîneurs expérimentés entraîner. On a eu ce débat-là aussi avec Christophe lors dans notre webinaire, mais d'avoir des coachs, des coachs assez expérimentés qui ont même des fois parfois connu le haut niveau, pour revenir entraîner les jeunes catégories pour consolider les bases. Hein. C'est comme disait David, prenez l'exemple de la maison, mais c'est clairement les fondations. Et je pense que sur les fondations, il ne faut pas trop se planter. Et toi, Christophe? Oui, enfin, de toute façon, là, peu importe notre intervention auprès de jeunes, évidemment que d'entraîner une école de basket, c'est pas du tout la même chose que d'entraîner des U15. Mais d'entraîner des U15 d'un niveau départemental, c'est pas du tout la même chose que d'entraîner des U15 au niveau de l'élite. Voilà, je pense que chaque catégorie, chaque génération a ses spécificités, ses particularités, et qu'un entraîneur doit absolument s'adapter par rapport au public qu'il a en face de soi, garçon, fille, peu importe. Mais il y a quand même des points communs, en tout cas de par notre intervention, donc le statut de l'entraîneur, notre nature d'entraîneur. Je pense qu'il y a des points communs, peu importe les catégories d'âge et peu importe finalement le contexte dans lequel on baigne. D'entraîner, je suppose, à Nice, ce n'est pas du tout la même chose que d'entraîner à la SIG, parce que ce sont des régions différentes, parce qu'il y a une culture peut-être du jeu aussi complètement différente. Moi, j'ai eu la chance d'entraîner à Bourg-en-Bresse, et c'est vrai que dans l'Ain, il y a une culture du jeu qui est très différente que la culture parisienne, par exemple. Une culture qui est beaucoup plus portée sur le jeu, sur le savoir-faire ensemble, etc. Et une culture parisienne qui est beaucoup plus orientée sur l'isolation, le jeu de 1 contre 1, une dimension physique et athlétique qui est beaucoup plus importante que dans d'autres régions. Donc je pense que oui, il faut se spécialiser, mais il y a quand même un point commun à tout ça, c'est qu'il faut leur faire apprendre quand même des fondamentaux qui restent les mêmes, peu importe où on intervient et auprès de qui. Ok, alors vis-à-vis des jeunes catégories, quelles notions vous amèneriez de U13 à U18? Donc on a bien compris les notions de fondamentaux, mais quelles notions vous apporteriez et où placeriez-vous le développement individuel de ces catégories vis-à-vis de l'aspect compétitif? David? Eh ben, les notions, moi, on en revient toujours à ce qu'on a dit au début. Moi, je pense que l'aisance et le tir, aujourd'hui, on a un sport où il faut savoir, je crois que c'est Rachid qui disait, et dans le foot, ils ont une expression, le ballon, c'est son ami. Moi, je pars du principe que si le ballon, c'est pas ton copain, c'est quand même compliqué de jouer au basket, quoi. Donc, il savoir manier la balle, le tir extérieur. Maintenant, on le voit dans le basket moderne, ça du poste 1 à 5, ça tire. Donc, il faut être capable de développer vraiment cette là aisance, tir. Et dans ce qui est un peu plus collectif, tout ça, moi j'aime bien le jeu rythmé, le jeu en mouvement. Et moi, après, il y a toujours cette histoire de pick and roll. On est d'accord, pas d'accord. Moi, je trouve que maintenant, le basket moderne, c'est 90% de pick and roll. Et moi, le pick and roll, je trouve que c'est très riche. Je trouve que tu travailles de l'aisance, tu travailles la lecture de jeu, tu vas travailler les finitions, tu vas travailler les changements de rythme. Alors, il y a l'éternel de débat, à quel moment on met le pick and roll. J'ai pas la réponse, j'ai pas la science infuse, mais aujourd'hui, un basket moderne, c'est un basket pour moi de dribble, de tir et basé beaucoup autour du pick and roll et du jeu en mouvement.
Toi, Lauriane? Bah, moi, j'accentuerais peut-être plus le fait U13 et après, quand on monte U14, U15 et puis les cadets, U16, U18, c'est vraiment que les fondamentaux soient appris très vite aussi, avec de la défense, avec un environnement qui soit un petit peu déstabilisant, mais pas rester sur des fondamentaux purs et durs à 1 contre 0, à juste l'apprentissage du geste ou alors maîtriser un dribble mais à 1 contre 0. C'est de très vite mettre les joueurs en situation de difficulté pour que après ils puissent ben justement le retranscrire le plus facilement en situation de match. Et puis par rapport à ce que tu disais David, oui, enfin moi je pense que même en Benjamin, tu pourrais éventuellement déjà travailler quelques notions tactiques, mais après ça dépend parce qu'il faut pas enfermer les joueurs. Les grands, faut pas simplement leur faire poser des écrans ou les mettre au rebond ou en dessous du panier et les figer quelque part. C'est de rester au maximum dans la variante quand ils sont tout du moins plus jeunes. Après, on peut un petit peu plus les spécialiser, mais les notions qui sont importantes, je trouve vraiment de pas faire l'erreur parce que moi je l'ai faite, je sais au début, de rester trop dans le didactique à 1 contre 0 et puis après, ben, quand il faut retranscrire en match, ben c'est pas la même chose, quoi. Toi, Christophe? Moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là et j'ai essayé de trouver justement des axes de développement qu'on pourrait retrouver finalement dès les U11, hein, puisque les U11, c'est encore l'école de basket. Hein, on sort de l'école de basket en U13 à peu près et d'essayer de déterminer des axes de développement. On a beaucoup réfléchi à ça avec les entraîneurs de Malakoff et on est arrivé au constat qu'il fallait travailler autour de ces axes-là. Alors moi, je les ai notés. Il y a le jeu de relance, l'occupation des espaces, l'agressivité ballon en main, donc dans le jeu de 1 contre 1, le jeu sans ballon et l'agressivité défensive. Et finalement, à chaque catégorie, donc en partant des U11 donc jusqu'au U20 et puis même sur les seniors, en adaptant les contenus, évidemment, hein, l'agressivité ballon en main, on ne la travaille pas du tout de la même manière en U11 qu'en U17 ou en U20, ça c'est évident, mais que finalement on puisse écrire notre cahier des charges techniques en fonction de ces axes de développement-là et puis déterminer finalement des choses à acquérir pour nos jeunes joueurs année après année et de construire là-dessus. Voilà comment on essaye de réfléchir. Et toi, Rachid? Voilà. Un peu comme Christophe, en fait, moi j'ai essayé de définir, alors pas des axes, moi j'ai appelé, c'est ce que j'appelle assez régulièrement des constantes, et je pense que peu importe la catégorie, en tout cas U13 jusqu'à U18, moi j'ai essayé de dégager 5 constantes, et ces 5 constantes, c'est parce que ils sont forcément prérequis, c'est ce que disait David, les fondamentaux individuels offensifs, parce que je pense qu'ils sont aujourd'hui prérequis pour tout type d'action, en tout cas dans le basket, de dribble, de tir et la passe. La deuxième constante pour moi, c'est le jeu rapide, donc le jeu de relance forcément, qui inclut le jeu de relance. La troisième, c'est le jeu sans ballon, donc là c'est un peu ce que disait Christophe dans le spacing. La quatrième, c'est le duel défensif. Là, sur ces catégories-là, on a mis la notion vraiment de duel défensif, d'agressivité défensive, mais vraiment dans une approche individuelle. Et la cinquième constante, c'est pour moi, et Christophe en faisait référence tout à l'heure, c'est la culture du jeu, et la culture de la gagne. Donc c'est vraiment 5 constantes. Moi, j'essaie à chaque fois de voir cette approche-là autour de 5 constantes. Et après, on peut venir y greffer le jeu autour des écrans. Ça peut dépendre aussi des profils d'équipe, un peu des morphotypes d'équipe qu'on a, de la philosophie un peu de chacun des entraîneurs, de travail autour des écrans porteurs, non porteurs de balles. Mais déjà, ces 5 constantes, pour moi, elles me semblent essentielles. C'est mon avis en tout cas. Alors avant de continuer ces questions, Kevin, tu nous entends? Oui, très bien. Et Kevin a un petit message à nous faire passer. Je t'en prie. Ben d'abord, bonjour à tous, et oui, effectivement, j'ai un message, Flo. Je tiens à préciser qu'il y a 2 cadeaux qui sont toujours en jeu. Ce sont des écouteurs Bluetooth 5.0 waterproof, chargeur externe pour votre téléphone compatible Android et Apple, PC, PlayStation et j'en passe.
En vrai, si vous avez compris, tout ce qui est Bluetooth et compatible avec le son, bah, ça passe. Pour gagner des cadeaux, ces cadeaux, pardon, il faut 1. Liker la page, 2. Partager la vidéo à tous vos amis, 3. Mettre un smiley et regarder jusqu'au bout la vidéo de ce live, car on va vous appeler et on va vous poser une question, et ce qui fera que vous gagnerez bien évidemment ces cadeaux. Voilà, c'est tout pour moi Flo, je te laisse continuer, je vous ferai signe si nous avons des gagnants. Merci pour vos échanges et à tout à l'heure pour de nouvelles news. Basket and love les amis. Ok, donc nous, on va retourner dans notre sujet. Quand un joueur ou une joueuse arrive au niveau senior, que pour vous devrait-il idéalement maîtriser, Lauriane? Tout. Idéalement, ton joueur idéal. Mon joueur idéal, ben déjà dans l'aspect technique, il faut qu'il y ait déjà, on va parler de maîtrise en termes de gestuelle de tir, même d'efficacité à ce moment-là. Prise d'appui, donc tout ce qui est vraiment autour du tir, ben le dribble, l'aisance avec la balle, mais ça peu importe, hein, qu'on soit intérieur ou qu'on soit extérieur, les intérieurs ont aussi besoin du dribble, hein, donc c'est important. Forcément tout ce qui est passe. Alors j'accentuerais même un petit peu là-dessus parce que je trouve que c'est un élément qui est pour moi assez pauvre. Alors maintenant je vais parler du championnat plus ou moins espoir, mais même cadet, hein, parce que je les vois quand même régulièrement. Les passes, c'est pas une de nos qualités premières, je trouve, en France. Hein. Maîtriser la passe main droite, main gauche, passe dans le dribble, la vitesse d'exécution, la précision, c'est vraiment des éléments qui on prêche un petit peu de ce côté-là. Donc c'est surtout sur sur la qualité technique du joueur, et puis après bien évidemment tactiquement il faut qu'il y ait un minimum. Mais après encore une fois, est-ce qu'on parle d'un joueur pour aller vraiment vers le haut niveau ou d'un joueur pour aller en région, en département? Voilà, après ça dépend des exigences de chacun, mais un minimum de culture basket est le bienvenu aussi. David? Oui, je suis assez d'accord. Bah, les joueurs idéal, pareil, c'est des coups. Je suis totalement d'accord sur l'idée de ne pas enfermer les joueurs dans les postes de jeu. Le 5, il n'est pas toujours doit panier, pas bouger, juste poser l'écran, prendre des rebonds. Voilà, maintenant on est dans le basket moderne, tout le monde bouge, tout le monde court, tout le monde peut tirer, je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, cette idée aussi qu'on a redit depuis le début, d'avoir cette maîtrise avec le ballon. Et moi, j'ai aussi cette spécificité, mais je pense qu'elle est partagée par beaucoup de gens. Moi, j'ai du mal avec le joueur bête. Le joueur qui fait les choses, pourquoi tu fais? Bah, parce que tu l'as dit. Mais pourquoi? Le joueur qui n'a pas de réflexion, en fait. Moi, j'aime bien les joueurs qui ont des idées. Alors après, des fois, on peut se tromper et tout, mais voilà, j'ai eu une idée, je fais ça. Et après, je trouve qu'on va discuter du jeu, parce que c'était le bon, pas le bon, par rapport à quoi. Et essayer de développer une intelligence de jeu et un QI basket, parce que je déteste le joueur robot ou Playmobil. Et je rejoins aussi Lauriane totalement sur la qualité de passe, parce que moi, pendant la saison, j'ai pas mal étudié le jeu espagnol. Et j'ai souvent entendu les Espagnols, ça va plus vite et tout. Moi, je trouve que la grosse différence entre les Espagnols, c'est la qualité de passe. Nous, on a le nombre de joueurs qui sont incapables de déjaxer une passe. Voilà, si nous, on ne peut pas jouer des fois, si on renverse le ballon, c'est fait avec une mauvaise qualité. Je trouve qu'on est très sur la passe aussi. Christophe, toi? J'ai pas envie de répéter des choses qui ont été dites au moins des centaines de fois. Chaque fois qu'on va dans un clinique, la maîtrise des fondamentaux, bon, on va vite passer là-dessus, mais c'est pour moi le premier point. Un joueur qui techniquement est parfait, que ce soit sur, on a parlé du jeu de passe tout à l'heure, la technique de tir, être capable de faire la différence balle en main sur le dribble, un joueur, bon voilà. C'est les 5 facteurs de performance, Florian, hein, physiquement très fort, très endurant, très coordonné, bon voilà. Mais il y a quelque chose qui me semble être aujourd'hui très important, c'est la polyvalence du joueur. On a beaucoup parlé du small ball. Je pense que d'ici
c'est prendre un petit risque que d'affirmer ça, mais d'ici quelques années, là, d'ici 15-20 ans, on va avoir apparaître des équipes où on aura sur le terrain 5 joueurs qui font tous 2 mètres, qui seront tous capables de mener le jeu, qui seront tous capables de jouer sur le poste 5 et qu'on aura un jeu qui sera exclusivement tourné vers la polyvalence, où tout le monde sera capable de jouer dos au panier, de jouer des pick and roll, d'être exclusivement des shooters. Voilà. Pour moi, le joueur idéal, c'est un joueur qui est capable finalement d'être excellent dans tous les secteurs de jeu. Et je reviens encore sur ce qu'on s'est dit la dernière fois. Pour moi, le prochain grand pas que le basket va faire se fera au travers de la préparation mentale. Je pense que mentalement, rendre des joueurs capables de complètement gérer leur stress, gérer leur routine, d'être excellents dans cette notion de défi, dans la gestion de leur entraînement, dans la gestion de la compétition, etc. Je pense que le joueur idéal pour moi est un joueur qui, quelque part, soit mentalement très très fort, pour finalement être efficient chaque fois qu'il aura besoin de l'être, et notamment lors des grands rendez-vous. Toi, Rachid, qu'est-ce que tu as comme regard sur cette question? Ouais, c'est un peu dans la continuité de ce qu'a dit Christophe. Il ne faut pas rentrer dans le débat, dans le sujet technique, purement technique. C'est des joueurs capables de prendre des décisions, voilà, et diffuser les bonnes décisions. Et après, c'est surtout sur la catégorie senior, si je me positionne en tant que coach, c'est connaître son rôle, c'est accepter son rôle et c'est exceller dans son rôle. Voilà. Donc c'est 3 points sur lesquels moi j'insisterai. Il ne faut pas rentrer dans la thématique de la technique, bien sûr, des maîtrises de fondamentaux, parce que bien entendu, je suis en adéquation avec tout ce qui a déjà été dit. Mais voilà, connaître son rôle, accepter son rôle et exceller dans son rôle en arrivant dans la catégorie senior. Voilà. Excellent. Alors, on a notre première question Facebook d'un internaute. Bonjour à toi, Lucas. Il dit: j'aime beaucoup l'idée de ne pas faire des joueurs de robots. Comment le contextualises-tu dans l'entraînement, David? Je le contextualise. Déjà, à chaque fois que j'ai un joueur qui prend une initiative, j'essaie dans mon body language et dans mes mots de pas être dans le c'est faux. J'essaie de rentrer dans un échange et l'obliger à avoir une réflexion sur le choix qu'il a fait. Et si moi je suis pas en accord ou si on estime nous avec notre qualité de technicien que c'était pas forcément le bon choix, d'essayer de l'amener lui à avoir cette réflexion et de comprendre pourquoi c'était pas le bon choix. Et pas tout simplement de hurler, en fait tu vas plus le faire, pourquoi? Parce que t'as hurlé, et pas tu hurles, quoi. Mais est-ce que tu sais, voilà, d'amener le joueur à avoir une propre réflexion sur le jeu. Donc, ça peut être des petites situations je sais pas moi, de découper sur des mouvements et de jeu à 3, de jeu à 2, qui sont un peu peut-être qu'on peut appeler un peu un code de la route du basket, sur du déplacement, du jeu sans ballon, avec ballon, des relations à 2, à 3. Ok. Mais Lucas, j'espère que la réponse t'a séduit. Continuons justement dans ce sens-là, vis-à-vis de l'entraînement. Christophe, si tu avais à ta disposition un groupe de 10-15 joueurs et que tu as 2 entraînements semaine, comment est-ce que tu développerais l'aspect individuel du joueur là-dedans? Au travers de l'échauffement déjà. Moi, je consacre, même sur 1h30 d'entraînement, finalement, je gère mon échauffement en mettant l'accent exclusivement sur la maîtrise des fondamentaux individuels. Donc ça peut être un échauffement à base de tir, ça peut être un échauffement à base de dribble, de passe, les trois en même temps. Hein. On a parlé de parcours tout à l'heure. Voilà, déjà pendant une demi-heure, c'est progressivement tout au long de l'année. Hein. Alors il faut planifier son entraînement pour faire évoluer aussi les situations, etc. Mais la première partie de l'entraînement est systématiquement consacrée à la maîtrise des fondamentaux individuels offensifs, des fondamentaux individuels défensifs aussi. Hein, ça peut être un thème qui change d'une séance à l'autre, mais je suis très attentif justement à cette fameuse maîtrise des fondamentaux et très attentif aussi au fait que pour qu'un joueur puisse maîtriser ces fondamentaux-là, il faut qu'il répète beaucoup, donc il faut y passer énormément de temps. Et c'est la raison pour laquelle moi je me suis dit, voilà, je vais faire le pari
que les 30 premières minutes de mon entraînement, et on va y aller progressivement parce que le début n'est jamais évident, hein, surtout en plein hiver, mais de consacrer ce temps finalement à la maîtrise des fondamentaux. Voilà comment je fonctionne. Et ça peut être aussi en fonction des semaines, une semaine avec un match ou non d'ailleurs, hein, le samedi, parce que c'est vrai que dans les divisions amateurs comme ça, on ne joue pas tous les week-ends. Et quand on ne joue pas le week-end, où ça nous arrive en période de vacances scolaires, par exemple, de ne pas jouer pendant 15 jours, je peux tout à fait axer mes entraînements uniquement, exclusivement 2 heures, 1h30, 2 heures d'entraînement, ne serait-ce que 2 fois dans la semaine, au travail de l'acquisition de ces fondamentaux-là. Lauriane, toi, tu es dans la même optique que Christophe ou tu le gères d'une manière différente? J'ai la chance de ne pas avoir 2 entraînements par semaine. Mais j'ai beaucoup réfléchi et c'est ce que je faisais un peu à l'époque avec les minimes et puis après un peu avec l'expérience. Bien sûr, ces aspects de fondamentaux sont très importants, mais moi j'y ajouterais aussi tout ce qui est motricité et coordination. Alors c'est l'aspect physique qu'on va voir dans un deuxième temps, mais essayer de combiner ça. On n'a déjà pas beaucoup de temps. Si on n'a que 2 entraînements par semaine, ben essayer de trouver une organisation qui permette et d'un côté les fondamentaux et de l'autre de travailler tout ce qui est motricité, mise en route, voilà, déjà d'essayer de combiner ça. Je sais que l'INSEP le fait beaucoup. J'ai fait un petit stage avec l'équipe de France avant que le championnat d'Europe soit annulé au mois de janvier, donc j'ai un peu vécu ça de l'intérieur. Et c'est vrai que nous, nos préparateurs physiques à la SIG le font beaucoup aussi. Et je trouve que c'est un bon compromis parce que on peut travailler 2 choses en même temps sans, entre guillemets, perdre du temps. Voilà, c'est la seule chose que je rajouterais par rapport à Christophe. Toi, David, tu es plutôt dans cette optique également que Lauriane et Christophe ou tu as une manière différente de le mettre en place? J'ai la chance d'avoir plus de 2 entraînements par semaine, donc c'est toujours plus facile. Mais je pense que c'est peut-être intéressant dans cette idée-là de gagner du temps sur un projet de temps. Ça peut être du travail sous forme d'atelier. Je sais pas, je prends un exemple d'une table où il n'y a que 2 paniers. En mettant un atelier d'un côté avec des choses à faire sur un panier, un de l'autre, au milieu on peut peut-être utiliser sur le dribble de les gens, donc de les au milieu pendant qu'on travaille de l'autre côté, et ça bouge, ça réduit le nombre de joueurs. En même temps, on peut imaginer d'un côté du travail 1 contre 0 qu'on remet tout de suite dans du 1 contre 1 derrière pour se rendre compte voilà, du niveau de l'intensité, et puis utiliser le milieu pour du dribble. Voilà, peut-être faire des petits ateliers comme ça. Et toi, Rachid, quel regard tu as par rapport au fait que tu as peut-être plus de 2 entraînements par semaine? Ouais, mais si je devais me retrouver dans ce contexte-là, 2 entraînements par semaine, moi j'essaierais d'optimiser chaque moment d'entraînement pour proposer en tout cas au développement individuel. Alors bien entendu en échauffement et l'idée de combiner justement à la fois le travail de coordination, motricité avec du développement technique. Je pense que c'est plutôt bien. Les fondamentaux de tir ou le travail de tir, c'est des choses qu'on peut mettre en place aussi entre des situations de jouer. Je veux dire, on a proposé une première situation de travail, on peut alterner avec un peu de tir. Et puis le développement, il n'existe pas que sous la forme du 1 contre 0. Le développement individuel, il existe quand on fait du 3 contre 0. Et là, je rejoins David sur les situations qu'on peut mettre en place d'un côté du terrain et qu'on peut réinvestir après sur les positions de l'autre côté. Donc le développement individuel, il peut presque exister. Après, il faut être staffé, il faut des ressources humaines, mais il peut exister quasiment sur la totalité de ton heure d'entraînement. Ça dépend après de l'approche que tu as. Le développement individuel, il peut intervenir aussi quand tu veux réguler un truc avec un de tes joueurs sur une consigne que tu as lui donné. Ça dépend après de l'approche de l'entraîneur. Mais oui, dans un contexte où 2 entraînements par semaine, il y a encore un petit peu, je pense, de place pour le travailler. Alors avant de passer à l'aspect physique, on a une question de Top. Donc bonjour Top. Peut-on parler de formatage de joueurs en fonction des idées bien définies de l'entraîneur sur les fondamentaux? Car chaque entraîneur a son point de vue sur la formation, mais ne serait-il pas intéressant de tous travailler dans le même sens?
Christophe? D'où l'idée justement d'essayer, mais c'est ce que la fédération essaye de faire depuis des années. Après, qu'est-ce que vous voulez, il y a des entraîneurs qui adhèrent ou qui n'adhèrent pas, mais l'idée ce serait effectivement de penser à un cahier des charges sur la formation du joueur. Alors pas qu'un cahier des charges technique, parce que la formation ne se limite pas au développement de ce seul paramètre, de ce seul facteur. Il faudrait prendre en considération le développement physique aussi du joueur. Il faudrait prendre en considération l'aspect mental, on en a parlé tout à l'heure, le développement des facteurs environnementaux, etc., etc. Mais oui, effectivement, je partage ce point de vue de se mettre d'accord, en tout cas, sur déjà une identité de jeu à la française. Je sais que Lauriane, tu as entendu Vincent, je suppose, pendant des années parler de cette fameuse identité de jeu qu'on doit déjà discuter et puis se mettre d'accord autour de cette identité-là. Et puis après, justement, comment travailler autour de cette identité-là. Mais il serait intéressant qu'en France, on puisse déterminer un cahier des charges sur la formation du joueur, catégorie d'âge par catégorie d'âge, et puis après, de laisser par contre une certaine liberté à chaque entraîneur, justement d'apporter sa petite touche, mais qu'on ait un fil directeur. Ça me semble être, pour moi en tout cas, une bonne manière de voir les choses et de faire les choses. Est-ce que Rachid, Lauriane et David, vous validez la réponse de Christophe? Oui. Oui, mais je pense qu'en France, ça risque d'être difficile que les coachs se mettent tous d'accord sur une formation. Mais ouais, c'est ce qu'on manque cruellement aujourd'hui, c'est qu'on part un petit peu tous, enfin, on a un petit peu toutes nos persuasions et aujourd'hui, on n'a pas une identité forte, quoi. Ouais, on a en effet, Christophe le disait tout à l'heure, il y a quand même des directives fédérales qui donnent des orientations, et après, voilà, le plus complet, ça sera toujours de les respecter, mais on s'en rend peut-être pas compte, mais aujourd'hui en NBA, il y a plus d'identité, de jeu que nous on peut en avoir en France, comme il y en a plus fort aussi en Espagne. En NBA aujourd'hui, ils ont des concepts sur des principes de jeu qu'on retrouve dans toutes les équipes. Et donc, oui, je suis du même avis que Christophe et Lauriane. Et toi, David, tu valides? Ouais, je suis d'accord. Après, pour avoir eu la chance de faire les championnats d'Europe et du monde, quand on parle, ce qui est drôle, c'est quand on parle avec des staffs étrangers, nous, oui, ils sortent une identité de jeu chez nous. Donc après, je sais pas, eux, moi, je me souviens avoir discuté avec un staff argentin qui nous a fait en fait notre identité de jeu, c'était caméléon. C'est qu'on était un peu capable de tourner, capable de courir, de défendre très fort, un peu d'avoir de shoot, un peu de tout. Alors après, c'est de se dire, est-ce qu'être un peu un touche à tout, est-ce que c'est une identité de jeu? Oui, il faut avoir, je sais pas, je pose la question comme ça. Est-ce qu'il faut avoir un truc défini ou nous, c'est pas peut-être un peu de tout? On a un peu ce côté athlétique qui se rapproche des USA, on est peut-être le en Europe qui s'en rapproche le plus. On est capable de courir, de développer du jeu rapide, pas aussi bien peut-être que des tonneaux ou quoi, mais on en fait aussi. Donc, est-ce que tu as caméléon, un peu touche à tout, ce serait pas notre identité de jeu? J'en sais rien, je sais pas. Ok, merci pour vos réponses. Toi, ça vaut le coup de. Ce que dit David est très intéressant. Bien sûr que je suis convaincu, ce serait une aberration de penser qu'en France, on n'a pas d'identité de jeu. Et justement, déjà de tomber d'accord sur cette fameuse identité-là, et après d'essayer justement de réfléchir à ce que l'on doit mettre en place partout en France pour essayer encore au mieux d'exploiter toutes les qualités qui finalement définissent notre identité de jeu. Mais c'est ce que vient de dire David mériterait finalement qu'on passe 1 heure à 2 heures à en discuter. Et moi, je suis convaincu, c'est notre identité de jeu, évidemment. On a ce côté athlétique, ce côté black. Et finalement, très fort en 1 contre 1, très explosif, capable de défendre tout terrain. Ok, qu'est-ce qu'on met en place maintenant dans tous les clubs sur le territoire national, sur le territoire français, pour essayer de développer encore un peu plus ce que l'on a déjà? C'est ça qui est intéressant de savoir. Alors Top vous remercie pour vos réponses. Il ajoute une identité de jeu à la française, ce serait top. Et oui, Lauriane, en France, c'est compliqué. Voilà pour la réaction de Top. Passons maintenant à l'aspect physique. Alors on va essayer de sortir les notions élémentaires qui, à vos yeux, seraient en place sur l'école de basket et puis sur les catégories de jeunes.
Rachid, tu veux démarrer? Non, mais on a déjà à moitié répondu à la question tout à l'heure. Pour moi, tout le travail de coordination dans la dimension physique, coordination, dissociation, c'est-à-dire et sur les catégories des plus jeunes, le travail de la filière aérobie, donc de l'endurance. C'est-à-dire voilà, 3 points coordination, dissociation et travail d'endurance d'aérobie. Voilà. Je dirais pas Lauriane? c'est dans mes objectifs, on va dire sur ces jeunes catégories. Ok, nickel. Ouais. Lauriane? Là, ben, je sais pas à partir de quel moment on pourrait travailler la proprioception, qui est aussi quelque chose d'indispensable, parce que finalement, avec les chevilles, les genoux et tout ce qui s'ensuit, on est quand même beaucoup sujet à ces entorses. Et puis, c'est vrai que je trouve, bah, je le vois au travers du travail de nos préparateurs physiques, mais ça fait 4-5 ans que c'est vraiment la base de tout début d'échauffement et même dans les exercices pendant les séances, il y a beaucoup de choses qui sont tournées autour de la proprioception, quoi. Et le travail d'élastique et tout ça. Je sais pas, toi, Christophe, qui a un petit peu plus de enfin, Oui, dès l'âge de 6 ans, Lauriane. Ah ouais. On dit qu'un enfant, on appelle ça la conscience de la globalité. Alors, excuse-moi, hein, c'est des choses qui ressortent de l'UFR STAPS, là. Mais moi j'étais passionné de ça, justement, de savoir comment un enfant se développe. Alors, on a parlé de la psychologie de l'enfant, beaucoup via Piaget, etc. Mais sur le facteur, sur le développement physique et de la psychomotricité, on dit qu'un enfant est en pleine conscience de la globalité corporelle après l'âge de 6 ans. Et qu'à partir de l'âge de 6 ans, finalement, il y a des étapes qui nous permettent de développer tous les facteurs physiques chez un enfant, à commencer par l'endurance, l'explosivité, la coordination, la souplesse, etc. Il y a des étapes, en général, ce sont des étapes de 2 ans, de 2 à 3 ans, qui permettent vraiment de développer de manière optimale chaque facteur, justement, physique, jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Voilà, mais la proprioception, oui, dès l'âge de 6 ans déjà, en adaptant encore une fois les exercices que tu mets en place, jusqu'à, de toute façon, la proprioception, tu sais, après, il faut la coupler avec d'autres qualités comme l'explosivité, hein. Quand tu fais de la pliométrie, ce n'est rien d'autre que de la proprioception avec une visée un peu plus explosive, donc un travail de force, mais dès l'âge de 6 ans, il faut absolument que dans nos contenus d'entraînement, il y ait des choses qui soient à viser comme ça, physique. Alors justement, Christophe, quels exercices tu mettras en place, par exemple, sur l'école de basket pour essayer de développer ces qualités-là? On parlait de parcours. Et Lauriane, tu en as parlé tout à l'heure, je ne sais pas à quel moment, tu m'excuseras, mais je perds un peu la mémoire là. De projet d'aisance avec le ballon, et puis de travailler aussi tout ce qui est coordination, renforcement des appuis, etc. Moi, je pense que c'est ce type d'exercice-là, et puis les gamins, ils adorent en plus de ça parce que ça les fait bien marrer, mais d'associer un peu un travail de dextérité avec un travail alors d'échelle de corde. Je sais qu'il y a de plus en plus de prépa physiques qui sont plus favorables au travail d'échelle de corde, et moi j'aime ça, et de mettre en place de petits parcours de latte pour leur faire prendre conscience de cette fameuse notion de latéralité, hein, droite-gauche, etc., de poser des appuis sur des intervalles courts, longs. Voilà, c'est des parcours très ludiques. Et puis tu sais, même avec des U20, quand tu mets ce genre de parcours en place, les gamins, ils s'éclatent. Alors, ils travaillent à la fois tous les fondamentaux individuels, et notamment justement leur dextérité, balle en main, et puis un travail d'appui. Voilà. Il y a plein de choses. C'est là où il faut être créatif, justement. Mais même dans le jeu, hein, en faisant du 1 contre 1 ou du 2 contre 2, on peut imaginer aussi des choses qui les fassent travailler un peu justement cette proprioception. David, toi, quel regard tu as vis-à-vis de ces notions? Bah oui, franchement, ce qui a été dit, et puis je reviendrai sur mon petit parcours dont j'avais parlé au début, là, de de compte. Je pense que si tu montes sur une touche, tu es en équilibre, tu te baisses sur une chaise, tu te relèves, tu montes, un peu C'est d'équilibre, ça. tu te fléchis, tu te relèves, c'est commencer à comprendre et connaître un peu son corps aussi.
Donc C'est ça. voilà, mine de rien, avec cette espèce de petit parcours, alors on n'est pas obligé de raconter l'histoire de la mort des crocodiles, hein, c'est ce que je dis à tout le monde, mais mine de rien, on a mis aisance, technique et motricité, donc voilà, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec les clubs d'entraînement et tout, on retrouve plusieurs choses en une seule fois, donc c'est intéressant. Ok. On a une question de Sébastien Jacques Morin, donc on salue. Chez les jeunes, c'est la mobilité et le travail des mouvements athlétiques qui doivent dominer. Lauriane, tu veux réagir par rapport à cette remarque? Non, si c'est le Seb que je connais, je pense qu'il a assez d'expérience en prépa physique. Non, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Après, moi, je vous avoue que cette partie-là, je l'ai travaillée avec Thierry Knerum, qui était le préparateur physique de la CID, hein, parce que on a toujours travaillé ensemble. Mais c'est vrai que pour les jeunes, c'était une question qui m'a un peu fait beaucoup réfléchir, parce que j'avais pas forcément ces notions-là et ces éléments-là. Moi, ce serait d'avis d'inviter justement Seb à participer à une future visioconférence pour qu'il nous explique très clairement, parce que je sais qu'il a des idées très claires et très précises. Et moi, c'est quelqu'un que j'adore et je trouve très compétent dans ce qu'il fait, évidemment. Qui nous explique un peu tout ça là, parce que c'est intéressant ce qu'il dit. Et qui nous explique pourquoi justement la mobilité et le travail des mouvements athlétiques doivent dominer. Et pourquoi ils doivent dominer par rapport à d'autres, par exemple. Donc Sébastien, si tu nous entends, pas de souci, on t'invitera avec grand plaisir pour en discuter. Passons à la question suivante, justement. Est-ce que dans vos développements de joueurs, vous pensez qu'il faut, surtout sur les jeunes catégories, enlever le côté compétition pour développer les qualités athlétiques, par exemple, d'un joueur, de joueurs? David? Je vois pas pourquoi l'un se soit au détriment de l'autre, en fait. On peut faire les deux. Tout dépend. Après, c'est toujours pareil. C'est quels sont les objectifs. Est-ce qu'on est une équipe de potes de U20 qui veut juste gagner des matchs, voilà, est-ce qu'il y a un petit qui veut être champion, et est-ce qu'on est dans un profil avec un joueur qu'on doit développer qui est. Pour être honnête, c'est une question que je réfléchis énormément en ce moment parce que on a la chance de recevoir, je vais dire ça, on a recruté un jeune Serbe de 16 ans qui fait 1m94 là, qui faisait 1m87 il y a 3 mois et qui est prévu à 2m12. Voilà. Mais pour le moment, si on est sur le terrain, il se fait, pardonnez-moi l'expression, casser la gueule par tout le monde et il va, voilà. Donc comment on va l'accompagner, voilà, on est en pleine réflexion là-dedans. Je pense que c'est tout dépend après de l'individu, de l'accompagnement, de l'équipe. Mais tu vois pas, on n'est pas obligé de faire l'un au détriment de l'autre. Christophe, tu partages l'avis de David? J'ai toujours eu du mal avec ces affirmations de pour travailler quelque chose, il faut enlever quelque chose. Je crois qu'une des particularités, je ne sais pas si je réponds bien à la question, Flo, une des particularités de notre sport, alors c'est une activité très simple et très souvent rendue compliquée par des gens finalement qui ne comprennent pas grand-chose, mais il y a quand même une complexité dans ce que l'on fait. Et je pense que pour travailler quelque chose, il ne faut pas forcément tout le temps réduire ce que l'on fait à une seule chose. Je pense que cette chose-là, on la travaille quand on travaille d'autres choses en même temps. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair, mais être polyvalent sur. Oui, sur être polyvalent et plus on. Alors attention, faut pas rendre aussi la situation d'apprentissage là trop compliquée, mais ça force quand même le jeune joueur qui est en plein développement. Comme le disait tout à l'heure David, Lauriane et Rachid, ça le force à réfléchir, ça le force à travailler aussi sur son intelligence situationnelle. C'est important ça. Donc, ouais, voilà, moi c'est un peu mon avis. Toi, Rachid, quel regard tu aurais par rapport à la question? Ouais, pour moi, l'un ne doit pas empêcher l'autre. Avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai vu des gens faire des séances de musculation le matin du match, ça les empêche pas de performer le soir, de faire des séances de musculation le matin du match. Je veux dire, l'un ne doit pas empêcher l'autre. Mais moi, dans mon cas,
j'ai pas tenu forcément compte du calendrier et du championnat quand j'ai eu à développer les jeunes joueuses. C'est-à-dire qu'ils devaient développer des qualités d'explosivité ou des forces et que la planification me faisait que je devais faire une séance le vendredi avec des matchs. Ça m'embêtait pas de le faire. Non. Et c'est sans dire que c'était au détriment aussi de la compétition. Une fois de plus, je trouve que c'est un gros manque chez nous dans le basket français, c'est aussi le développement de la culture de la gagne. Donc il ne faut pas non plus que ce soit au détriment de ce projet-là, d'avoir un état d'esprit de gagner, quoi. Lauriane, toi, est-ce que tu penses qu'il y a un développement physique optimum? Non. Optimum? Non. Est-ce que tu penses que, par exemple, il y a des étapes dans le développement physique? Je sais pas, par exemple, sur l'école de basket, on reste vraiment sur la coordination et la motricité. Puis après, on passe, tu vois, sur du développement physique aérobie, sur les jeunes catégories. Enfin, tu vois, qui est un cheminement. Ou est-ce que toutes les qualités physiques, faut qu'on les développe tout au long de la formation et tout au long de la carrière d'un joueur? Non, déjà, la force, on ne peut pas la développer quand ils sont petits et quand ils n'ont pas encore fini leur croissance. Ça, c'est déjà un premier point. Et après, tout est propre à chacun. Quels sont les joueurs qui ont besoin de quoi? Je pense qu'il faut surtout individualiser le travail. C'est surtout ça la clé. Il ne faut pas que tout le monde fasse. Il y a les basiques, bien évidemment, mais après, il faut vraiment un travail individualisé pour moi. David, qu'est-ce que tu en penses? Je suis complètement d'accord. Chaque joueur est différent. Derrière, tout doit être individualisé. Et après, il faut trouver l'équilibre avec le collectif. Mais quand on est dans le développement individuel, tout le monde ne peut pas et je pense qu'on ne doit pas faire la même chose. Le même rythme, ou même charge en utilisation. Après, il y a chaque joueur et chaque joueur est unique. Rachid, toi? Je ne suis pas assez professionnel de la préparation physique, mais moi, déjà dans la mesure où sur les catégories de jeunes, on peut peut-être pas entraîner tous les jours, c'est quand même difficile de balayer, entre guillemets, de balayer toutes les qualités physiques qu'on veut développer. Et je pense que pour pas nuire à l'intégrité physique aussi des individus, en effet, je pense que jusqu'à un certain âge, je peux pas proposer du travail de force ou donc oui, je pense qu'il y a des choses à encadrer, des choses à encadrer. Donc moi, en tout cas, je serais favorable à essayer de répertorier un petit peu différentes qualités, à travailler, à développer selon la catégorie d'âge. Ça peut être aussi selon le public, si c'est une joueuse ou un joueur. Voilà, sachant qu'il y a peut-être des choses qu'on peut faire avant la puberté, d'autres qu'on peut faire qu'après la puberté. Voilà, donc, mais je suis pas assez, je peux pas être plus précis que ça parce que j'ai pas une vraie compétence en termes de préparation physique. On en profite pour vous dire justement, quand on parle de préparation physique, dans des futurs lives, là, on aura des préparateurs physiques qui seront avec nous et qui pourront justement nous donner en précision, enfin en complément de ce que vous venez de dire. Passons maintenant sur l'aspect mental. Christophe, quelles notions seraient élémentaires, à ton avis, mentalement pour amener sur l'école de basket et puis sur les jeunes catégories? Mais déjà il faut définir. Il faut définir qu'est-ce qu'est la préparation mentale, qui n'est pas du tout la même chose par contre que la psychologie de l'enfant. L'aspect psychologique, on est sur des notions de motivation, tous les aspects de la personnalité de l'individu. La préparation mentale n'a rien à voir avec tout ça. La préparation mentale, les facteurs de préparation du mental, c'est la routine, la gestion du stress, le défi et la maîtrise. Ce sont ces 4 facteurs-là qu'il faut développer. Donc déjà, on parle de ça. C'est comme tout à l'heure pour la préparation physique.
Je pense que ce qui est d'abord très important dans la construction que se fait un jeune joueur, dès le plus jeune âge jusqu'à la fin de son adolescence, pour qu'il soit à l'âge adulte, après, qu'on ne soit plus dans l'obligation de développer, mais d'entretenir ce qui a été développé préalablement. Je pense que la chose qui est très importante, on a parlé du plaisir tout à l'heure, c'est cette notion de confiance en soi. Voilà. Déjà, si on était nous, éducateurs, entraîneurs, capables de travailler sur cette notion-là et de faire en sorte que tous nos joueurs ont une bonne confiance en soi, ce serait déjà fabuleux comme résultat. Déjà là-dessus. Et une fois, parce que vous savez ce que c'est, enfin, il y a des entraîneurs ici qui entraînent au plus haut niveau. Quand on a affaire à un joueur qui est en manque de confiance en soi, c'est catastrophique. Parce que c'est systématiquement un joueur ou une joueuse qu'on va rattraper, qu'on va pousser, qu'il va falloir motiver, etc., etc. Et on ne peut pas faire un bon travail de préparation mentale avec des joueurs qui sont en perte de confiance. Donc déjà c'est important ça. Et après, je pense qu'il faut bien différencier ce qui est de l'ordre de l'entraînement, la semaine d'entraînement, une année d'entraînement, bon bref, et ce qui est l'ordre de la compétition. Le samedi, 1 heure avant le match, pendant l'échauffement, pendant le match, à la mi-temps du match et l'après-match. Ça, c'est tout ce qui est relatif à la compétition. Et il y a des facteurs qui, en fonction du contexte et du moment, sont plus importants que d'autres. La gestion du stress, par exemple, est un facteur qu'il faut savoir maîtriser lors de la compétition. Et dans le cadre de l'entraînement, c'est plus ces notions de faire face aux défis, d'accepter de se fixer des défis. Donc voilà, c'est plus ça dans le cadre de l'entraînement. Mais je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, le prochain grand pas que l'on va faire, nous, dans le basket, sera un pas qui va viser justement le développement des qualités mentales de nos athlètes. Ça, c'est sûr. Ok, David, toi, qu'est-ce que tu as comme regard vis-à-vis de cette question? Moi, je pense aussi que l'aspect mental, c'est un aspect très, très, très important et qui n'est pas assez. On n'accompagne pas assez les joueurs mentalement, mais même à l'époque, on n'accompagne pas assez les entraîneurs. À l'époque où j'étais éditeur, on avait eu la chance de recevoir le président de la télé et le manager de la télé sur un écran. Et le lendemain, Vincent Collet rejoignait l'équipe de France après, je crois, sa 5e finale perdue, quelque chose comme ça. Et on m'avait demandé, il y avait une phrase qui était là, il avait dit comment vous accompagnez Vincent par rapport à ça, par rapport au transfert. Et il avait dit, on a l'ostéo. L'ostéo, il est là, il va remettre Vincent un petit peu, il va lui faire propre avec l'ostéo et après c'est parti. Et là, elle avait dit quelque chose qui m'avait dit, en fait, c'est accompagner une personne qui va peut-être échanger pour voir ce que lui, c'est un traumatisme ou quelque chose pour qu'il puisse faire la transition et tout. Et je pense que les joueurs et les entraîneurs ne sont pas assez accompagnés. Après, il faut vouloir être accompagné et accepter de l'être. Je pense qu'on est encore dans un monde des fois où on a l'impression qu'il y a une faiblesse. Alors que moi, je pense que c'est peut-être une vraie plus-value et un atout. Et je pense qu'il faut essayer de tendre au maximum vers ça. Mais pour ça, ça veut dire aussi, c'est des investissements, c'est des staffs qui fournissent et qu'aujourd'hui, on préfère mettre un peu plus d'argent sur le 11e joueur d'une équipe, si je parle au niveau professionnel, que faire grandir un peu son staff et apporter plus un encadrement plus riche aux joueurs. Toi, Lauriane, quel regard tu as? Quelle est ton opinion? Bon, par rapport à la prépa mentale, moi je sais que j'en ai fait beaucoup en tant que coach et aujourd'hui j'essaye au mieux d'accompagner les joueurs, donc indispensable tous les éléments que Christophe a donnés au départ et Dieu sait que j'avais un joueur qui était très dur dans la confiance en soi et j'ai essayé de tout faire pour pouvoir l'aider au maximum. Mais je pense que tout ça, ça passe. Alors bien évidemment, il y a des préparateurs mentaux qui sont compétents et qui font ce métier-là. Mais nous, je pense qu'on a aussi une part importante au quotidien, parce qu'on peut pas que laisser à une personne extérieure cet aspect-là. C'est important aussi. Et c'est important d'avoir ces échanges pour que les joueurs nous fassent confiance. Et pour que nous, on puisse les aider au maximum. Donc, moi, je sais que je passe une bonne
partie du début de saison à savoir qui sont les joueurs individuellement, comment ils réagissent dans telle manière, dans telle situation. Est-ce qu'ils sont plutôt extravertis, introvertis et tout ce qui s'ensuit? Parce que maintenant, moi, je me connais aussi, pour que quelque part, je puisse rentrer dans leur tête et essayer de les accompagner au mieux par rapport à tout ça. Et après, dans la gestion du stress, là, je sais que c'est vraiment un élément que j'essaye de travailler de manière collective, à les mettre en situation de stress. Voilà, on fait des petites situations de match où il reste 2 minutes, on est mené de 10 points, il y a 5 fautes d'équipe et ainsi de suite. Et ils s'auto-coachent. Moi, je rentre pas du tout là-dedans et je les laisse vraiment finir le match. Voilà, ou après, il y a des petits sur les lancers francs aussi, on est à -2, il reste 1 seconde, t'as 3 lancers francs pour gagner le match. Voilà, des petites choses comme ça où en équipe, il y a que sur la gestion du stress et puis l'aspect compétiteur que moi j'essaye d'amener. Mais après, tout ce qui est confiance en soi, mais même la gestion du stress quelque part aussi pour certains, j'essaye plus individuellement de rentrer en compte. Mais c'est comme pour une équipe pro. Moi je l'ai vu aussi. Je trouve que les préparateurs mentaux ont vraiment un grand rôle individuel sur le joueur, mais après collectivement, je sais pas. Je demande à avoir un peu plus d'expérience et d'acquis par rapport à ça pour savoir si c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir aider à gagner une finale, par exemple. Et toi, Rachid, ton opinion? Moi, j'avais envie de faire un parallèle avec la société un peu d'aujourd'hui là. Et faut regarder beaucoup ce qui se fait aux États-Unis, mais aussi de plus en plus en France. Et les plus grands, on va dire, chefs d'entreprise, PDG, les plus grands avocats et même médecins, aujourd'hui sont accompagnés d'un préparateur mental ou d'un psychologue. Et aujourd'hui, dans la société américaine, c'est même un signe de réussite. C'est pas forcément quelque chose qui est mal vu. C'est aujourd'hui quelque chose qui est vraiment rentré dans les normes. Et je pense que pour le transfert dans le basket, je pense que ça mérite aujourd'hui une vraie réflexion. On voit, il y a 10 ans, on avait du mal encore à avoir des préparateurs physiques dans les staffs. De plus en plus, on voit des préparateurs physiques dans les staffs et je pense que dans quelques années, malheureusement peut-être avec un peu de retard, mais on verra aussi de plus en plus de préparateurs mentaux dans les staffs. Voilà. Alors après, moi je sais, à titre personnel, que j'ai des joueuses qui travaillent avec des préparateurs mentaux, des gens qui les accompagnent. Ça se fait pas de façon collective, mais individuellement, elles sont déjà suivies et accompagnées. Après, oui, je rejoins ce qui a été un petit peu dit moi j'insisterai sur la gestion de l'échec, voilà, parce que je trouve que une situation si elle est mal gérée, qui inhibe les gens, et quand on a beaucoup parlé là tout à l'heure d'encourager les gens, même quand on n'est pas dans la réussite, c'est vraiment un facteur sur lequel il faut qu'on se penche vraiment, et la gestion de l'échec. Pour moi, ce serait quelque chose d'essentiel à gérer pour que les gens continuent d'explorer, de tenter les choses plutôt que de s'inhiber et d'arrêter de tenter les choses. Voilà, quand on veut parler de développement individuel, je pense que c'est une ligne de conduite à avoir. Et après, beaucoup aussi, je fais l'usage de situations un petit peu spéciales où je scénarise beaucoup. Je scénarise beaucoup des situations d'entraînement où on est à -2, on a une touche fond, on a une touche côté, ou comme le disait Lauriane, des situations où il reste 2 minutes de jeu, où on essaie de faire en sorte que les joueurs soient un peu dans la prise de décision, un peu dans l'autonomie. Voilà, ça permet aussi de gérer différents facteurs. Et cette notion de défi, pour moi, elle est importante aussi. Je trouve que le défi, être capable de défier. J'ai eu la chance de faire de passer un temps aux États-Unis. Ce qui est flagrant, c'est Christophe le parlait, la confiance en soi, c'est l'estime qu'ont les joueuses d'elles-mêmes. C'est même une estime de soi qui est surdimensionnée.
mais ça les transcende. Ça les transcende et c'est ce qui les rend plus forts aujourd'hui. Alors que nous, on aura peut-être tendance à se flageoler et puis à peut-être se rabaisser. Eux, ils ont une estime de soi qui est tellement surdimensionnée que, bon, en fait, ils continuent d'avancer les gens. Voilà. Ils sont constamment dans la prise de risque, les Américains. Ce qui est une des composantes justement de cette notion de défi. Puisqu'on parlait de, tu vois, Florian, puisqu'on parlait de physiquement tout à l'heure, tu demandais à Lauriane le joueur idéal. Mentalement, un joueur idéal de très haut niveau, c'est 30% de défi et 30% de performance. Il y a 60% sur ces deux notions-là. On a parlé de la routine et de la panique tout à l'heure et de la maîtrise. Donc ça fait 5 facteurs de performance sur la préparation mentale. Tu vois, il y a 3% de panique, 5% de routine. On en a quand même un peu besoin d'être routinier, mais pas beaucoup, tu vois. Et 15% de maîtrise. Maîtrise, c'est tout ce qui est compétences, qualité individuelle, etc. Voilà, c'est ça le profil mental idéal d'un joueur. Ceux qui ont vu le documentaire sur Jordan, c'est exactement ça. Ils tournent tout en défi. Dès qu'il y a une phrase dans la presse ou un truc, c'est un défi. Ça devient un défi pour lui. C'est lui contre moi. Et puis voilà, c'est tout pour lui, quoi. Donc vous diriez. Tout est source de motivation. Tout est source de motivation. Donc vous diriez que comment faire apprendre, gagner ou perdre à des jeunes joueurs par le défi. Non, le défi, la performance, mais c'est aussi apprendre à ne pas paniquer dans des situations stressantes. Et, dans la formation du joueur, il faut leur apprendre. Pour atteindre un profil idéal, Florian, il y a des choses à mettre en place pour travailler autour de la panique, travailler autour de la routine, travailler autour du défi. Tu vas pas dire à un joueur, à un U13, en disant, voilà, je veux que tu sois constamment dans la prise de risque. Il va dire, oui, mais je fais comment, moi ? Moi, je suis timide. Donc, il y a des programmes d'entraînement, il y a des exercices mentaux. La visualisation, par exemple, peut être un axe de travail sur la préparation mentale. Et il y a plein de choses. Les gymnastes, les skieurs, on va pas parler de F1 parce que c'est des choses inaccessibles, mais en team, on a la chance, Flo, d'avoir le pôle France de gymnastique, enfin un des pôles France avec l'INSEP. Allez voir les gymnastes s'entraîner, ils sont constamment en train de travailler sur ces notions-là. On les voit beaucoup visualisation interne, externe, kinesthésique, etc. Et des petits de 11 ans, ils le font. Hein. Tu connais ça, David, tu as déjà vu Et il y a un truc qui est important aussi, c'est la fixation des objectifs. C'est les objectifs qu'on se fixe. Et je pense que là où il est important, nous, dans l'accompagnement, c'est comment y arriver, comment les atteindre. Et les amener à se fixer des objectifs, mais c'est le chemin qu'on va prendre, les étapes qui vont nous amener à réussir. Et je pense qu'en plus, ça, c'est intéressant. Moi, c'est un truc que j'essaie de faire depuis plusieurs années. Avec chaque joueur, on a des objectifs. Et sur un échange, dans un entretien en début de saison. Mais amener le joueur à avoir une réflexion. Parce que c'est son projet, et nous, on est là pour l'accompagner dans son projet. On n'est pas là pour le vivre à sa place. Et je pense que si un joueur, il a une réflexion sur son projet et sur ses objectifs, il peut aller plus loin. Tout à fait vrai. Excellent. Avant de répondre aux questions Facebook, Kevin. Oui. C'est à toi. Eh bien, je rappelle qu'il y a des cadeaux à gagner, bien évidemment. Et ce sont des écouteurs Bluetooth 5.0 waterproof chargeurs externes qui vous permettront d'écouter vos sons préférés dans l'eau. Et surtout franchement, chanter sous la douche avec, c'est juste énorme. Alors pour gagner ces cadeaux, il faut 1. Liker la page, 2. Partager la vidéo à tous vos amis, 3. Mettre un smiley basket et regarder jusqu'au bout la vidéo de ce live merveilleux avec des intervenants juste extraordinaires. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse échanger entre vous les amis car vous apprenez quelque chose aujourd'hui d'exceptionnel. Dernière chose, n'hésitez pas, chers spectateurs, de participer en réagissant et en posant des questions à nos intervenants parce qu'ils sont juste extraordinaires et ils se feront plaisir, je pense, chacun à vous répondre. Voilà. Vive le basket et peace and love. Alors, juste... Merci Kevin. Alors justement, par rapport au... Ah oui, il est en pleine forme, hein. Il est au top. Hein. Vis-à-vis des questions, justement, on a une question d'Hervé et puis on a une question de Lucas. Je vais commencer par celle de Lucas parce que je pense que nos intervenants y ont quasiment répondu entièrement. Quels outils as-tu utilisé avec lui pour lui donner confiance? Je crois que c'était une question pour Lauriane. Quand tu parlais tout à l'heure de ton athlète qui avait du mal à avoir confiance en lui.
j'ai pas encore tout à fait réussi. Enfin, il est parti entre-temps, mais je sais pas. J'ai essayé de l'accompagner au mieux. Honnêtement, j'ai pas eu le dernier mot, mais je pense que je suis passée par toutes les phases. La compassion, le fait de le mettre plus bas que terre, de le motiver, de l'accompagner, d'être dans la compréhension, de le faire parler ou de m'écouter. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, mais après, j'ai vraiment fait attention à ma manière de parler. On dit toujours que il faut pas répondre par des négations. Ne fais pas ça, mais plutôt mets ta main de cette manière-là ou voilà, d'être dans le positif. On sait très bien que quand on est énervé, c'est pas possible. Mais j'ai vraiment pris le temps d'essayer de, par tous les moyens, que ce soit à l'entraînement, avant, après, le sortir du cadre des entraînements, de le voir en dehors. Et voilà, je pense que j'ai un petit peu réussi à l'aider, mais voilà. Question d'Hervé, la sophrologie fonctionne-t-elle dans le milieu du basket? Christophe, toi, tu as l'air d'avoir une expérience un peu plus grande sur cet aspect-là. Qu'est-ce que tu répondrais à Hervé? C'est un outil qu'il faut bien maîtriser, très très bien maîtriser, et que moi personnellement je ne le maîtrise pas. J'ai fait intervenir un sophrologue à l'époque où j'étais responsable du centre de formation au Paris-Levallois sur toute une année. Et bon, ça m'a pas surpris parce que je me suis aperçu que finalement quasiment tous les joueurs ont été très sensibles au travail qu'elle avait fait, excusez-moi. C'est une femme tout à fait compétente et avec qui j'ai encore pas mal de contacts là, qui avaient fait du bon boulot et ça les avait bien aidés. Donc oui, il faut maîtriser. Il faut maîtriser parce que ce sont des techniques très particulières et c'est surtout une technique, mais comme toutes quasiment, qui doit absolument prendre en considération l'individu. On ne peut pas faire un travail de groupe en sophro. C'est vraiment bon, centré sur la respiration, etc. Mais il faut bien connaître son sujet. Donc ça marche, évidemment que ça marche à sophrologie. Beaucoup d'athlètes de très très haut niveau qui sont adeptes de la sophrologie et pour lesquels ça marche très très bien. Moi de mon côté aujourd'hui, avec les plus jeunes, ça m'arrive, hein, je ne fais pas systématiquement, je fais beaucoup de méditation, qui est un dérivé de la sophrologie. Vous Parce que je pense que validez, ça va au-delà du basket. Hein. vous validez, Lauriane, David, Rachid? Ouais, je pense que c'est un des leviers en effet à explorer aussi, comme là avec ce qui vient de se passer, là, la période de confinement. Moi, j'ai beaucoup de joueuses qui ont exploré le yoga et bon, le retour que j'en ai pour l'instant, c'est très positif. Maintenant, je pense qu'il faut avoir un peu plus de recul, mais je pense que la préparation mentale, c'est quand même quelque chose de très individualisé finalement. Donc, pour moi, ouais, la sophrologie, j'ai pas expérimenté, mais je pense que c'est certainement un levier aussi à explorer. David, Lauriane? Moi, j'ai pas plus, voilà, je suis pas un spécialiste de la chose et je pense que toute expérience et tout apport est bon à prendre et je pense que ça doit être intéressant ton année de poste, peut-être donner le billes à toi derrière pour faire des choses toi-même. C'est ça. C'est ça, un minimum de formation. Moi, il y avait quelque chose qui m'a toujours un peu épaté là, quand je te voyais coacher, David. Je t'ai pas vu coacher beaucoup. J'ai beaucoup vu coacher Lauriane. Et vous avez ce point commun, et Rachid, quand je regarde des images de toi là, au chevet de ton équipe, il y a quelque chose qui m'a épaté, c'est ce que vous dégagez quand vous coachez. Et je pense que ça, c'est important aussi, puisqu'on parlait de confiance en soi. On est censé donner confiance à nos joueurs. Ils sont censés, eux, avoir confiance en eux. Et nous, on est censé leur donner confiance. Et je pense que l'attitude de l'entraîneur auprès de ses joueurs a un rôle très important. Et vous avez cette particularité tous les trois, finalement, moi, c'est ce que je perçois quand je suis dans les tribunes et que je vous regarde, ou devant ma télé. Ce que vous dégagez, le calme que vous dégagez, la sérénité, pas tout le temps le cas, mais
je me doute bien que vous avez dû péter un plomb aussi de temps en temps, et surtout le sérieux affiché. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé quand je vous regarde, surtout toi, Lauriane. Après, il y a Vincent aussi quand même, tu vois. Mais cette école strasbourgeoise là m'a toujours interpellé sur le sérieux que vous dégagez. Parce que tout à l'heure, on parlait de préparation mentale et de maîtrise. La maîtrise, c'est les compétences, etc. Bon, bref. Vous dégagez ça. Mais vous avez tous les trois cette particularité d'être en totale maîtrise finalement de votre sujet. Et je pense que ça, c'est important. Et vos joueurs, ils doivent en bénéficier de tout ça. Là. Ouais, peut-être pour parler de je lance des fleurs, mais... De panique. Comment ? Tu parlais de situation de panique tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, j'essaie beaucoup d'être dans la maîtrise de mes émotions pour pas générer de panique, de générer de panique dans mon équipe ou même moi de stress dans ma réflexion. Donc, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, par exemple, c'est sur les situations de temps mort. Cette petite anecdote, c'est d'éliminer le passé. C'est-à-dire que mon intervention, pour moi, sur mon temps mort, elle doit parler du futur. Elle ne doit pas parler du passé. Donc, j'élimine. Donc, déjà, même si je prends un temps mort pour une raison, j'essaie d'éliminer ce qui s'est passé dans le passé pour parler que du futur. Ça m'a beaucoup aidé justement dans la gestion un petit peu de mes émotions et j'ai l'impression que voilà, c'est ce chemin-là qu'il faut prendre en tout cas avec mes équipes, quoi. Mais j'ai pas. C'est marrant que tu parles de ça parce que moi j'ai eu ce même truc sur les temps morts et moi je me suis fixé à faire un retour sur une chose. Un retour sur une chose et puis après c'est pareil, c'est le futur. Mais je me suis aussi forcé dans cette réflexion temps mort aussi de revenir sur un aspect positif ou négatif. Plutôt négatif entre guillemets si le temps mort vient de voir, peut-être positif si mais de revenir sur maximum un aspect du passé pour vite transiter et passer à la suite. J'ai eu cette réflexion temps mort, moi, c'est drôle. Ouais, comme quoi. Alors on va enchaîner avec cette fois-ci les aspects environnementaux. Pour vous, quels seraient les facteurs environnementaux sur la formation du joueur? Alors on va balayer toute la formation du joueur. On va commencer avec l'école de basket, les jeunes. Ensuite on passera sur les seniors et puis on finira avec l'intégration pour certains jeunes d'épaule et de centres de formation. David, tu veux démarrer? Alors moi, je m'écris plus sur les années un peu plus tardives, mais je pense qu'on a tout dit. Moi, j'aime bien parler de fixation, voilà, des objectifs de réflexion sur le chemin et sur les étapes qui nous amènent à réussir cette équipe-là. Parce que par rapport au mental, moi, j'aime bien dire à mes joueurs d'essayer de pas juger, notamment quand on corrige un tir, de pas raisonner en marqué raté, de raisonner les étapes qui vont nous amener à marquer peut-être ou rater ou être dans la réussite. Voilà, et peut-être qu'en allant sur ces étapes-là, parce que on a déjà vu des shoots très mal pris rentrés et des très belles actions jouées et des bons choix ratés. Voilà, est-ce que ça veut dire que le panier en fait c'était juste et le raté c'était faux? Donc je parlerai voilà d'objectifs, de confiance en soi, comme ça a été dit, et puis sur cet aspect voilà mais comment le dire, notamment sur les tout petits, j'avoue que je ne serais pas assez compétent pour définir une stratégie ou une vision du mental par exemple sur le début basket. Moi, j'aurais même tendance à dire les débuts basket, laisser-les tranquilles, laisser-les s'amuser, essayer de gagner, mais laisser-les s'amuser, quoi. Mais je serais pas assez compétent pour en parler. Toi, Lauriane? Moi, je t'avoue que je n'ai pas réussi à répondre à cette question parce que je vois pas trop où tu voulais en venir dans les facteurs environnementaux, en fait. Quel facteur? Vas-y, Christophe, toi, tu peux réagir et comme ça, peut-être que Lauriane, elle aura une vision un peu plus précise. Oui, mais bien sûr, mais c'est difficile. La présence d'un agent pendant le match espoir. La famille. Les parents. Les parents. Le groupe de pères. PAIRS, les potes, les adversaires. C'est ça les facteurs environnementaux. C'est qu'est-ce qui peut à un moment donné agir sur la performance et qui n'est pas d'ordre technico-tactique, qui n'est pas d'ordre du physique, qui n'est pas d'ordre du mental, qui n'est voilà. Ce sont d'autres facteurs. Tu t'aperçois que le jour où tu es au Trophée du Futur, tu joues ta finale et tout d'un coup ton meilleur joueur il est passé complètement au travers. Il y a une explication. Il peut y avoir une explication sur les facteurs environnementaux.
tu as la famille qui débarque, tout d'un coup il est sous pression, bing, voilà. Donc, et ce sont des points communs qu'on retrouve encore une fois, hein, du plus jeune âge jusqu'en senior même. Mais même un dimanche matin, tu sais, moi cette année j'ai repris le basket avec les anciens de Malakoff. Bon, c'est pas beau, hein, c'est vraiment pas beau. Mais on se fait plaisir. J'ai vu des joueurs de mon équipe des fois être impactés par un des facteurs environnementaux. Bah, tu as la petite copine qui vient. Et les gars, ils changent. Tu vois, donc ça peut être ça. Mais quand on a discuté de tout ça avec Flo, il y a quand même quelque chose qui prend de plus en plus de place dans ce que l'on fait en ce moment et qui est problématique. Bon, moi, je dis que ça devient un fléau, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Et ça c'est très très impactant. Alors moi qui suis de nouveau dans le monde de l'éducation nationale, il y a beaucoup de préventions qui sont faites par rapport à ça. On dit souvent aux gamins, faites attention. Une petite photo que vous prenez en soirée comme ça, parce que vous avez un peu picolé, quand vous avez 16, 17 ans, voire 18 ans au lycée, et tout d'un coup, vous devenez quelqu'un d'important dans le milieu de l'entreprise ou dans le milieu du sport ou peu importe. Et puis le jour où vous êtes célèbre, cette photo elle ressort. Ça peut flinguer une carrière. C'est ça les facteurs environnementaux. C'est toutes ces petites choses-là. Ouais, alors pour rebondir par rapport à ce que David a dit, donc j'avais bien saisi le point. Facteurs mentaux. Pardon ? J'ai entendu facteurs mentaux. Ah, non, mais par rapport à l'école de basket, c'est vrai que même si c'était il y a 20 ans quasiment que j'ai entraîné l'école de basket, mais il n'y avait pas de parents dans la salle. Je sais, c'était difficile, j'étais cruelle, mon Dieu, mais il n'y avait pas de parents dans la salle, c'est pas possible. Le gamin, il ne peut pas se concentrer sur ce qu'il fait, il est toujours en train de regarder ses parents de côté. Donc c'est vrai que tu as tout dit, Christophe, mais moi j'en ai longuement parlé une fois avec Romain Chenot, qui était assistant de Chalon cette saison, hein, parce qu'il était longtemps sur les centres de formation. On remarque vraiment que cette génération YZ là, que nous on a au centre de formation, ils grandissent, ils ont grandi, ils ont évolué dans une société où ils sont nés, vulgairement parlant, portables à la main. Et donc avoir le plus de followers, avoir le plus de photos likées, être au devant de la scène. J'ai l'impression que des fois c'est plus important que ta performance en soi. Peu importe finalement que tu aies joué 20 minutes en espoir, que tu aies mis 0 points ou quoi, pourvu que tu sois sur le banc des pros. Voilà, alors là, je sais que je vais en faire un pavé dans la mare, mais c'est pesant. Enfin, moi, c'est quelque chose j'ai essayé de comprendre, de me mettre à leur place, et ce sont des choses aujourd'hui que je ne maîtrise pas encore. Je ne sais pas si quelqu'un va pouvoir le maîtriser, mais c'est vrai qu'on a une société aujourd'hui qui est différente de la mienne quand moi j'ai évolué. Encore, j'avais 18 ans quand les portables sont arrivés, donc je suis pas non plus trop ancienne de ce côté-là, mais il y a toutes ces notions qui m'échappent un petit peu là. Les réseaux sociaux, c'est lourd. Quelque part, je trouve que c'est lourd. Ouais, puis on a tendance à avoir des jeunes et joueurs et joueuses qui sont plus dans la représentation plutôt que normatif. Ouais. Et ça, c'est un vrai fléau aujourd'hui qu'on doit gérer. Tu parlais des facteurs environnementaux, mais en effet, le téléphone portable, je ne citerai pas de nom ni le club dans lequel j'ai vu ça et l'année où j'ai vu ça, pardon, mais des joueurs qui sont au téléphone portable à la mi-temps d'un match. C'est-à-dire à la mi-temps d'un match de première division, un match professionnel, je veux dire, soit pour aller voir justement ce qu'ils disent dans les réseaux sociaux, soit pour peut-être aller voir des statistiques. Donc c'est un vrai fléau auquel nous on doit essayer de combattre, mais à la fois avec quoi on doit faire aussi, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger nous. C'est-à-dire c'est une vraie tendance aujourd'hui. On ne peut pas faire sans, tout simplement. Donc, puis bon, moi je le vis un petit peu, mais aujourd'hui il faut savoir aussi que
le statut du joueur est plus le même par rapport à celui de l'entraîneur. Nous, on a connu des époques où l'entraîneur c'était le patron, le chef du navire en tout cas, le capitaine du navire. Aujourd'hui, on a un statut du joueur qui est peut-être au-dessus de celui de l'entraîneur. Donc c'est aussi des paramètres auxquels il faut prendre en considération. Demain, David, tu veux rebondir vis-à-vis de la question du coup? À la porte du président et que je ne veux pas se couper, quoi. Je veux dire, ça c'est quelque chose qui existe réellement, quoi. Ouais. Non, mais pour le coup, donc sur un jeu, je suis d'accord avec ce que tu dis, et puis je suis d'accord avec Rachid sur le fait que malheureusement, on ne pourra pas changer, enfin, ça va être difficile de changer toute la génération, donc on arrive aussi à apprendre à cohabiter avec cette nouvelle génération et ces nouvelles technologies aussi. Et au niveau de la seconde méthode, moi je trouve que j'ai jamais déjà arrivé, non plus ni club ou quoi, mais de ne pas prendre certains joueurs parce que j'ai pas senti l'environnement familial. Et je me suis dit là avec par rapport à l'échange avec la famille et tout là, on va avoir plus d'histoires que de parce que des fois moi j'ai presque plus de cas où c'était le papa qui voyait le joueur meilleur. Le papa en fait revivait sa propre carrière entre guillemets ratée, il voulait la revivre vers son fils. Et ça c'est une catastrophe. C'est une catastrophe dans la gestion et ces gens-là ils ne se rendent pas compte qu'ils ont plus de mal à leur fils. Moi à l'époque à Antibes, il y avait un gamin à 15 ans, je pense que c'était le meilleur joueur de France. Le meilleur joueur de France, il était incroyable. Et son père était invivable, il mettait une pression. Ce gamin-là, il avait fait tous les jours. À 19 ans, dès qu'il a eu la majorité, il lui a dit voilà, et hop, il s'est barré. Puis les vendeurs, je sais pas quoi, dans une boutique dans le sud de la France, mais c'était un phénomène. Mais il est oppressé. Il a explosé le gars. Et puis la logique de business qu'il y a derrière tout ça, tu parlais des agents Christophe tout à l'heure, mais il y a une vraie logique de business. Et encore, nous, on est à milieu de vivre ce qui peut se vivre dans le football. Mais bien sûr, ces paramètres à prendre en compte. Alors pour terminer cela, avant de vous remercier et d'annoncer les futurs intervenants et les prochains lives, dans votre planification, comment vous organisez ces 4 aspects-là? Sans parler de pourcentage, mais comment vous prenez ça en compte? Peut-être les 6-7 premières semaines de saison, plus de préparation physique, plus de préparation mentale, je sais pas. Christophe, comment toi tu as organisé ça? La pré-saison est une période très favorable justement pour la préparation physique. C'est vrai qu'on en fait beaucoup parce que surtout cette année avec le Covid, on va retrouver des joueurs même si ils se sont entretenus chacun de leur côté. On va quand même retrouver des joueurs qui sont en inactivité depuis la mi-mars. Donc c'est une période effectivement sur laquelle on met énormément l'accent sur la préparation physique. Et puis après il y a aussi tout le projet de jeu qu'il faut mettre en place. Donc c'est beaucoup ces 2 facteurs-là qui sont développés. Et puis après, je pense qu'en termes de planification, il faut toujours respecter une espèce d'équilibre entre le développement de tous ces facteurs-là. Sur tout ce que l'on a balayé aujourd'hui, que ce soit le développement des facteurs physiques, technico-tactiques, mentaux, etc. Il faut faire attention. Et ce qui est intéressant quand on parle de planification, c'est à un moment donné de pouvoir mettre un exercice en place au travers duquel on va pouvoir justement travailler plusieurs choses. Que ce soit le physique, alors si on fait un exercice de contre-attaque avec des enchaînements aller-retour comme ça sans arrêt, on va travailler le cardio, la qualité technique évidemment, et puis aussi en mettant une exigence de réussite, c'est-à-dire, je sais pas, moi j'ai un exercice de relance, c'est pas du Chris Cos, mais presque, où on leur demande 100% de réussite au tir. On commence par des lay-ups jusqu'au tir à 2 points, et cette exigence de réussite les met dans des situations de stress où on peut aussi travailler un peu le mental du joueur. Mais il y a un équilibre à trouver quand on fait une planification annuelle ou sur une période de 6 semaines en pré-saison. Il y a un équilibre à trouver qui est très important sur le pourcentage qu'on accorde au physique, aux technico-tactiques, etc.
Toi, David, comment tu l'organises, ta planification? Ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'en début de saison, il y a un peu plus, voilà, je pense pas une question de saison. Il y a des moments où il y a un peu plus de préparation physique, des moments un peu moins. Je pense que l'accompagnement mental, nous, dans le cadre d'un centre de formation, il est du début à la fin. Il n'y a pas des moments où c'est moins, où c'est plus. Voilà, on est dans un accompagnement constamment les joueurs. Voilà, après, sur les détails et tout, j'avais à l'époque un professeur de sport qui me disait le meilleur outil de l'entraîneur et de la planning, c'est la gomme. Parce que voilà, tu peux pouvoir changer, parce que là, je pense si on parle de contenu technique tactique, tu as prévu quelque chose dans une semaine d'entraînement, mais le week-end, tu as trouvé d'autres trucs, tu gommes sans partir sur autre chose. Donc je pense qu'il faut, voilà, il faut planifier les choses, mais il ne faut pas non plus s'enfermer dans une planification aussi, et être capable aussi d'adapter par rapport à son ressenti de technicien ou d'homme par rapport au mental ou quoi, durant la saison. Lauriane, toi? J'ai rien à rajouter, c'est comme eux. Moi, il y a juste des fois où je me cherche, des fois je commence par la défense et des fois je commence par l'attaque. Je sais pas quel est le mieux. Mais sinon, c'est pareil. D'accord. Et toi, Rachid? Ouais, je rejoins mes collègues dans leurs propos. Il y a des périodes qui sont propices à la préparation physique, à la mise en place de différents projets de jeu, que ce soit offensif, défensif. Voilà, le travail individuel aujourd'hui, c'est une constante, parce que c'est même une attente, une exigence que peuvent avoir même les joueurs qu'on recrute. Je veux dire, le nombre de fois où dans les entretiens, quand je cherche à recruter une joueuse, on me demande si on fait du travail individuel. Donc, pour moi, là, le développement individuel, il est quasiment constant en permanence. Et voilà, après. Voilà, moi, dans la notion d'objectif, il y a la nuance d'objectif de résultat et donc l'objectif de maîtrise. Dans l'objectif de maîtrise, on met un petit peu aussi tout ce qu'on veut, ce qui nous permet justement de balayer un petit peu tous les termes, aussi de travailler sur l'estime de moi ou sur mes fondamentaux individuels, sur mon explosivité. Donc voilà, après, je pense quelque chose qu'il faut englober dans une planification annuelle. Même s'il y a des moments un peu plus propices à la préparation physique, en l'occurrence en début de saison. Et après, il y a les enjeux, les cas de forme un petit peu de mon équipe à tel moment de la saison qui fait que là, je prends, comme disait David, je prends ma gomme et je suis capable de m'adapter à la situation. Merci. Avant de vous remercier et d'annoncer les prochains lives, Kevin, est-ce que tu as eu des nouvelles du petit jeu que tu as lancé? Eh bien, oui. Et malheureusement, il n'y a pas de gagnant aujourd'hui parce qu'il n'y a personne qui a joué. Voilà. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on le refera le live prochain. C'est que partie remise. Voilà, c'est que partie remise. Donc, c'est pas un souci. Je rappelle quand même que c'était quand même des écouteurs Bluetooth 5.0. Donc, c'est pas n'importe quoi. D'accord? Moi, j'ai joué, hein. J'ai joué, moi. Nous, on veut bien jouer. Là, bah, pas de souci. Écoutez, pas de souci. Voilà. Donc, je connais toutes les réponses à l'avance. Bah, déjà, merci à tous. Vous avez fait un très très beau live. C'était juste super. Nous, je pense que nous, spectateurs et moi-même, je pense qu'on a appris plein de choses là. Énormément de choses. Merci à vous. Et je rejoins Lauriane. Alors, attends, je l'ai dit tout à l'heure. Je Vas-y, te l'ai envoyé un message. Je rejoins Lauriane. Je suis exactement pareil que toi. Sur tout en fait. Voilà. Je suis totalement d'accord 100% avec toi. Voilà. Super, merci. Tu as gagné un. Ça, c'est un fan. Lauriane, tu l'as recalé un jour, il s'est présenté pour être espoir à la SIG. Ah Tu lui as merde. mis un gros râteau, c'est pour ça qu'en fait, il essaye de se raccrocher au wagon. L'étape d'après, c'est qu'il te demande ton numéro de téléphone, fais gaffe. Voilà. il est capable. Alors, on termine avec les deux dernières remarques de Guillaume. Donc, bonsoir à toi, Guillaume. Et il dit, moi, je fais la planification pour l'apéro. C'est notre copain Guillaume Muner. Et lui, il est plus disponible jusqu'au mois d'août, faut savoir. C'est ça. Donc, du coup, il planifie ça en apéritif. Voilà. Pour terminer, je vous annonce donc le live de la semaine prochaine qui sera axé sur le haut niveau. On aura Jean-Denis Choulet, actuellement le coach de la Chorale de Roanne, et Guillaume Vizat déjà.
Et puis, on aura quelques intervenants, on attend quelques réponses. J'en profite également pour vous parler du live du 8 juillet qui sera autour des catégories jeunes. Donc, on en profite pour vous demander à toute la communauté SF quelle catégorie de jeunes vous aimeriez qu'on traite et quel sujet. Et le 15 juillet, on aura un thème autour de se perfectionner pendant la période estivale. Voilà. Donc voilà les 3 futurs lives. Je vous remercie beaucoup tous les 4 pour vos échanges passionnants et vos expériences qui sont toujours autant intéressantes. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ouais, merci Rachid, merci David, merci Lauriane. Merci. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci bien. Ciao. Ciao. Au revoir. Au revoir.